une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 20e épisode déjà, nous recevons William Giroux, cofondateur de Caseme, entreprise de commerce en ligne qui a déjà vendu près d'1 million d'étuis personnalisés pour cellulaire, et Arfan, boîte de production vidéo basée à Québec. Nous discutons de l'importance du storytelling en vidéo, d'éducation entrepreneuriale de père en fils et de la fierté entrepreneuriale Boss Run. Pour ce faire, voici vos hôtes, Hamza Ganati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit William Giroux de l'entreprise Caseme et de Arfan. Caseme qui fait des étuis pour cellulaire personnalisés. Donc, merci William d'être avec nous. Merci les boys. Et Hamza, merci d'être avec moi. Merci Louis, très apprécié. Super, c'était smooth ce coup-ci. Ouais, pour une fois. Nice. Donc d'abord, on aime bien commencer par une question qui brise la glace, qui va nous permettre de connaître un petit peu c'est qui William Giroux pour l'auditoire qui nous écoute. Donc, déjà, on commence avec la question, quel type de pain es-tu, Will? C'est drôle, j'en parlais avec ma copine hier pour me préparer, puis elle me trouvait weird avec ma réponse, mais j'ai le goût d'y aller avec un pain rustique aux noix. Fancy. J'étais un gars, un gros fan du Seigneur des Anneaux, puis les nains sont habitués de manger du pain genre vraiment consistant. Fait que j'étais un gros fan de ça, c'est super bon, puis rempli de valeurs nutritives. Nice. C'est une belle métaphore, ça. J'ai vraiment aimé. Ta blonde, elle devait vraiment être genre, what the fuck Ah, is là, going c'est on? ça que j'aime autant, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, fait que à chaque fois que je fais des petites entrées là-dessus, elle trouve pas ça drôle. Le petit côté geek, là. Ouais, vraiment. Nice. OK, mais nice. Mais regarde, commençons avec le vif du sujet. Donc là, Caseme, je sais pas si vous n'avez pas eu la chance de voir, ben, venant d'un client, témoignage client, collab, fuck render, Caseme, l'étude cellulaire, top notch, qualité de l'expérience client, top notch, puis ça, je salue pour ça. Merci. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Caseme, peux-tu me parler, c'est un peu de l'histoire, puis de c'est quoi un peu la nature du produit? Comment Ouais. tu gagnes ton pain? Yes. En fait, on a fondé Caseme en 2016. C'est venu d'un projet universitaire. En fait, mon partner, Gabriel, étudiait au HEC à Montréal. Puis, à la dernière année de son bac, il avait à faire un projet entrepreneurial. Donc, classique, plan d'affaires, etc. Puis, à la fin de son cours, il y avait la présentation. Puis, son professeur lui avait mentionné que l'idée était super bonne. Puis ce qui était cool avec son projet, en fait, c'est que Gabriel, son père à lui, a une entreprise en Beauce qui s'appelle BCH Unique et Altrum. Puis eux avaient, back in the days, en à peu près 2012-2014, un projet sur la table de faire des étuis pour téléphone cellulaire. Puis l'entreprise pour laquelle, en fait, l'entreprise de son père est spécialisée dans la transformation de plastique, d'acrylique, etc. Puis au moment que Gab faisait son projet, le projet avec la compagnie pour faire les étuis est tombé à l'eau, mais eux, il y avait déjà tout l'équipement nécessaire pour faire ça. Donc, c'est ça, il a décidé, lui, de lancer le projet juste après ses études. Puis moi, je suis arrivé un peu par la bande. Gab, c'était un ami à moi à l'école primaire. Nice. Puis au secondaire, nos chemins se sont séparés. Puis là, on remonte à 2015, c'est ça. Ma blonde, elle me dit « Hey, on pourrait aller prendre une bière avec Gab et sa copine. » Les deux filles étaient super amies. Fait que autour d'une coupe de pinte pendant l'Oktoberfest en 2015, Gab m'explique un peu le projet qu'il y avait derrière la tête. Puis à ce moment-là, c'était des étuis pour téléphone personnalisables. Donc, il y avait la branche sur les étuis corporatifs, donc de faire des cases aux couleurs d'une entreprise. Puis il y avait la branche aussi pour les écoles. Donc, Gab, lui, a étudié au Canada anglais pendant le secondaire, puis quelques années après. Puis si on pense au collège américain, que ce soit des gens qui vont jouer au foot ou peu importe qui, en fait, les gens sont fiers d'aller étudier à Stanford ou Harvard ou peu importe.
Puis les gens sont brandés, tu sais, Ah. de la tête aux pieds. Ben là, oui, c'est le hoodie, fou. le sweatpants, everything. Exact. Fait que l'idée à gamme, c'était de dire qu'on va aller installer en fait des iPads dans les procures universitaires, donc l'endroit où tu te déplaces pour acheter tes livres puis acheter tes trucs comme ça. Puis c'est dit, on va pouvoir offrir la personnalisation de l'étui pour les couleurs de l'école. Fait que moi, je suis rentré à ce moment-là, il venait de commencer à faire ça, puis en discutant avec, je disais « Hey, qu'est-ce que tu penses du e-commerce? » Tu sais, ça commence, puis non, ça commence, ça fait drôle de dire ça, mais 2015, ça a commencé à être plus populaire. On pensait à des Frank & Oak, tu sais, il y avait une couple de gros fleurons au Québec ou aux États-Unis, mais il n'y avait pas tant d'exemples non plus. Fait que finalement, mon partenaire, il est super bon technologiquement. Ça fait que je disais, hey, on va faire un Shopify, puis moi, je pourrais m'occuper du marketing numérique et des ventes retail. Donc, de fil en aiguille, c'est ça, on a commencé la première année. C'était produit, en fait, dans le sous-sol de son chalet à Saint-René-de-Beauce. Donc, c'était à 15 minutes de Saint-Georges. Puis Saint-Georges, pour les autres, c'était à peu près 1 heure de Québec, pardon. Donc, c'est ça, ça a pris à peu près un an pour lancer le projet réellement, jusqu'à temps que moi, je lance mon emploi pour m'y consacrer à temps plein. Mhm. Et juste savoir, toi, ton expertise dans l'équipe, justement, tu m'as dit que ton partenaire est beaucoup plus dans la technologie. Toi, c'est plus par rapport au marketing, aux ventes, BizDev? Ouais, Ok. exact. Gab, lui, s'occupe... Ben, il est plus le directeur général, je vous dirais, actuellement. Puis, lui s'occupe de tout ce qui est opérationnel, finance. Puis, de mon côté... on avait beaucoup de chapeaux chacun, là, mais reste que mon corp, à moi, était le marketing de tout type et les ventes retail, exactement. Là. Ok. Intéressant. Ouais, puis t'as-tu étudié là-dedans, ton background? Ouais, j'ai étudié en fait à l'UQAR, campus de Lévis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, ça existe. Puis, j'ai tout le temps été un gars qui aimait ça, parler au monde dans la vie. Puis, la vente, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je travaillais en restauration, dans les bars. Puis, j'ai travaillé par la suite. Après mon bac, j'ai travaillé pour l'entreprise à mon père qui avait fondé. Ça s'appelle Giroux Arpentage, que par après a vendu à une firme qui s'appelle WSP. Puis mon père, quand j'ai terminé mes études, il m'a dit « Hey, comme, viens travailler au bureau. » Puis c'est un peu ça le background que j'avais, c'est que j'ai travaillé chez Giroux / WSP pendant à peu près 3 ans et demi, jusqu'à temps de finalement lâcher mon emploi pour aller chez Case.me. Nice. Ce moment-là, tu as été aidé, entre autres, grâce à ton mentorat à travers Anthony Vandram de Poche et Fils. Comment ça partit pas longtemps après que vous ayez parti à l'entreprise, right? Tu as eu la chance d'avoir un mentor. Ouais. Ben, si on remonte, c'est ça, encore une fois, de quelques années, Poche et Fils venait de lancer, ça fait peut-être 1 an que ça existait, puis il était en train de tout rafler sur les médias sociaux, puis moi, je tripais vraiment sur leur branding, sur tout ce qu'ils véhiculaient. Fait que j'ai pogné le téléphone, puis j'ai composé le numéro de Poche et Fils, puis j'ai juste fait « Salut, je voudrais parler à Anthony Vandram », puis là, le monde, il me disait « T'es qui? » J'ai juste dit qui j'étais, puis j'ai dit « J'aimerais vraiment parler à Anto », puis finalement, Anto a pris le téléphone, puis on s'est jasé peut-être 15-20 minutes, jusqu'à ce qu'ils me disent « OK, viens-t'en à Montréal, on va se jaser », puis finalement, ça a été le début d'une belle relation d'amitié, mais à la base, c'était surtout du mentorat, là. On se parlait couple de fois par mois pour qu'ils nous challenge sur notre vision, sur notre plan d'affaires, sur comment on produit aussi, parce qu'on a un modèle d'affaires qui est très similaire à Poche et Fils, dans le sens qu'on est en juste à temps, donc toutes les étuis qu'on vend sont produits sur commande, que ce soit une commande de Simons qui nous en commande 1000 l'achète, ou que ce soit toi, Louis, qui commande un étui, toutes les étuis sont faites sur mesure. Puis c'était la même chose avec Poche et Fils aussi, là. Ça frappe comment, ça, dans les marges, là, quand vous commencez? Ça doit être tough, là, quand même, quand on dit que les grosses corporations chinoises qui ont des templates, font juste les imprimer, tout ça. Comment vous avez réussi à partir ça au début? Ben, je dirais qu'il y a des... Oui, il y a des moins bons côtés comme les marges, mais il y a des excellents côtés dans le sens qu'on peut se revirer sur un 10 cents avec notre modèle d'affaires, puis on n'a pas beaucoup de pertes aussi, contrairement à des domaines justement que tu as des inventaires à plus finir, puis qu'en fin de saison, il faut que tu fasses des liquidations pour avoir ton cash. Ben, nous, en fait, on n'en a pas de stock. Les seuls stocks qu'on a, c'est des étuis qui sont blanks, dans le fond. Fait que nous, on importe notre plastique de notre fournisseur qui est localisé
au UK. Fait qu'on reçoit les étuis, sont pré-moulés, mais sont tout blancs. Donc, nous, on a tout le processus après de transformation du produit. Donc, on a des imprimantes commerciales chez Kiss Me, on imprime un film. Ensuite, ce film-là, on le dépose sur une grosse table que toutes les moules sont installées là avec les étuis dessus. Puis c'est un processus de sublimation thermique que ça s'appelle. Ça fait que c'est un transfert de couleur qui se fait par chaleur. Fait que c'est un processus de cuisson d'à peu près 9 à 10 minutes. Puis après ça, on lave les étuis, puis on les envoie. Là. Mais c'est fou parce que ta chaîne de logistique est assez très bien détaillée. Je devine que ça a eu beaucoup d'essais-erreurs pour trouver un peu la recette gagnante pour tout ce qui est niveau supply chain. Ben oui, il y a eu des ajustements en cours de route, mais honnêtement, ça a été le modèle que Gab avait choisi à la base. Puis on a juste gardé ça, puis la relation qu'on a avec nos fournisseurs est super bonne. Fait qu'on on l'a peaufiné, là. On a rajouté des couches d'amélioration par-dessus ça, que ce soit l'automatisation, par exemple, de la génération des designs. Je vous donne un exemple. Sur notre site, on a 150 designs disponibles, mais on recule de là 2 ans. On avait un humain qui allait sur Photoshop, puis à chaque étui, prenait le design, venait le poser sur le template de iPhone 8, par exemple. C'était tout fait manuel. Oh boy. Puis là, on travaille avec une firme en Beauce qui s'appelle Genesis, qui vient automatiser beaucoup de choses pour nous. Fait que maintenant, c'est un logiciel qui fait tout ça automatiquement. Fait que c'est des petites améliorations qui fait que ben, cette personne-là qui faisait ça à temps plein, ben, maintenant, elle peut faire des tâches à plus grande valeur ajoutée. Là. Puis tu as dit c'est une firme de Beauce, hein, right? Ouais. OK, c'est bon. On reviendra tantôt à ce sujet-là dans la section L'argent du beurre. Ouais, c'est ça. Mais si on continue dans la discussion de production, je lisais un article dans le panier bleu, justement, sur Kiss Me. Puis tu disais à quel point, si tu pouvais revenir en arrière, peut-être que ce serait l'aspect écologique que tu reprendrais. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de, justement, développer ça. Mais vous avez quand même déjà réussi à comme, planter des dizaines de milliers d'arbres. Peux-tu me parler un petit peu de comment vous avez intégré cette pensée écologique, là, maintenant, puis les défis avec? Ouais, ben en toute transparence, comment je dirais, la planète a réellement besoin que les entrepreneurs viennent porter main forte à la société. Là. Vous aviez eu Alex Desabrets de Solios qui est une belle source d'inspiration pour moi. Puis il y en a beaucoup quand même au Québec qui ont fait un virage, entre autres, vers la B Corporation. Ouais. Puis moi, je me suis juste levé à un moment donné, mais non, c'est pas vrai. Je me suis pas levé à un moment donné, puis bang, je veux être plus éco-responsable, mais ça a été un processus mental qui, à un moment donné, ça me tracassait tellement. Tu sais, je me couchais le soir, puis j'étais genre, God damn, on produit des milliers d'étuis à chaque semaine, c'est en plastique, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'ai ouvert la discussion avec mon partenaire. J'ai lu beaucoup sur le sujet, entre autres Yvon Chouinard de Patagonia, qui a écrit 2 livres qui sont super intéressants, dont The Responsible Company, puis aussi Let My People Go Surfing, qui viennent un peu t'aider à cheminer à travers ça, parce que quand tu le vois de l'externe, tu penses que c'est inatteignable, parce qu'honnêtement, au Québec, puis bien des endroits dans le monde, c'est vraiment difficile, genre, dans ta chaîne d'approvisionnement ou peu importe, d'être éco-responsable. Fait que c'est pour ça que je disais que dans le panier bleu, revenir en arrière, tu veux commencer avec cette idée-là versus de faire le switch après 5 ans, parce que là, il faut tout que tu recommences à zéro. Donc, comment on a décidé d'amener ça pour faire une différence? On a repensé à toutes les étapes de notre production, que ce soit par le transport. Je donne un exemple. Nos étuis étaient livrés soit par bateau ou soit par avion. Puis vu qu'on travaillait en just-in-time, ben, ça arrivait souvent qu'on manquait de stock. Donc, on faisait partir un avion du UK pour venir nous le livrer au Québec. Fait que faire de la livraison par avion, oui, ça va vraiment vite, mais en même temps, ça coûte cher et c'est pas bon pour l'environnement. Fait qu'on a dit, OK, ben on va faire un switch. On va faire la majorité de notre importation par bateau. Oui, ça va prendre plus de temps, mais ça va être moins cher de 1, puis de 2, plus éco-responsable. Puis après ça, on s'est retourné vers notre packaging. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a switché par, tu sais, avant, c'était des petits sacs de plastique. Puis c'est tellement niaiseux parce que
on a des réflexes des fois d'aller pour les trucs qui sont pas trop chers, mais en même temps, c'est pas beau. On mettait nos étuis dans un petit sac en plastique transparent. C'était dégueulasse. Là. Puis là, on est switché pour des sacs qui sont réutilisables, qui sont super beaux visuellement. Il y a du monde qui nous envoie des photos. Qu'est-ce qu'ils font avec ces sacs-là maintenant? C'est super cool. Puis le packaging en tant que tel aussi, le carton, on est rendu avec une source de carton FSC. Donc, c'est des arbres qui sont coupés, mais qui sont replantés par la suite. Puis le carton est fait de carton recyclé aussi. J'ai plein d'exemples comme ça, mais sinon, à part ça, il y a Écologie, en fait, qui est une fondation avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans, qu'on s'est commis l'année dernière à planter 40 000 arbres avec eux en 2020, puis finalement, on s'est rendu à 63 000 arbres plantés en 2020. Félicitations. Merci. Puis cette année, on s'attend à viser à peu près le 100 000 arbres plantés, donc un cumulatif de 163 000. Mon partner, on s'en parlait des fois. Moi, je feel qu'on va atteindre le 200 000, mais bref, ça fait partie des idées. Là. Mais comment ça marche? Comment ça marche en termes de... Est-ce que, exemple cette étude de téléphone, ça vaut combien d'arbres? Je te dirais, ça vaut à peu près un arbre. OK, parfait. Est-ce que c'est comme arbitraire par collection ou c'est... Non, c'est un tu sais, nous, c'est un don qu'on fait mensuellement, en fait. Puis, ce qui est cool avec Écologie, c'est qu'ils ont monté leur fondation comme une start-up. Tu sais, ils ont levé des rounds de financement pour créer la plateforme web qui est super bien faite. Si vous allez voir, mettons, Écologie s'écrit ECOLOGI. Pour tous ceux qui veulent faire une différence, pour vrai, c'est cool parce que c'est pas trop dispendieux pour planter un arbre. Puis, t'as ta forêt à toi, genre. Ça fait que nous, on a notre forêt Case Me. Puis autant pour nos clients comme vous deux, les gars, si vous voulez aller voir c'est quoi qu'on a fait, vous allez sur Écologie, vous tapez Case Me, vous allez voir notre forêt. Puis chaque plantation est genre traçable. Okay. Fait que, OK, on a planté 5000 arbres à Madagascar. On a planté du mangrove, qui est un arbre qui pousse en milieu humide ou principalement même dans l'eau. Puis eux, leur modèle d'affaires, c'est de dire on le fait pas pour le gramme, on le fait pour faire une différence sur l'aspect genre environnemental, oui, mais aussi sociétal. Fait qu'eux, à place d'envoyer des équipes de planteurs d'arbres de Écologie qui viennent, je pense qu'ils viennent justement de la Suède, ils engagent des gens locaux qui ont besoin de ces sous-là pour vivre. Fait que c'est comme win-win à ce niveau-là. Ça fait que oui, tu plantes des arbres, mais t'aides aussi les économies locales dans des pays qui sont en voie de développement. C'est vraiment cool parce qu'en fait, j'ai même une histoire personnelle enfin à nous deux. Je sais pas si t'as la chance de voir un peu, tu sais, quand t'achètes un certain montant d'argent pour devenir genre Lord en Écosse, tu sais, un peu, t'achètes un piece of land. Comment t'as parlé un peu de la fondation Écologie? C'est un peu ça qui s'est passé un peu pour nous. Exemple, pour sa fête, j'ai acheté, tu sais quoi, un bon petit troll, là, regarde, j'ai de l'argent un peu à dépenser. Donc, j'ai acheté un titre Lord en Écosse. Vraiment qu'on a notre propre petite pièce de terre, que si on y va en Écosse, on fait petit genre entre boys. Ben OK, là, j'habite là. Mais tu sais, pour toi, c'est au moins, c'est que t'as ta propre forêt, mais qui a une vraie signification autre que genre du flex con. Ouais. C'est le cas d'être Lord, genre pour rien, genre. Mais tu sais, au moins, comment Écologie fonctionne, etc. C'est malade comment ça marche, là. Ouais, puis genre, on devrait en parler plus souvent. Puis tu sais, nous, quand on a fait ce move-là, c'était pour nous qu'on le faisait. Là. On l'a pas fait. T'sais, on n'en parle pratiquement pas sur les médias sociaux. Pas parce que ça nous gêne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que nous, le pourquoi qu'on fait ça, c'est pour nous-mêmes à la base. Mais reste que, tu sais, d'en parler avec vous deux, il y en a sûrement qui vont écouter ça aujourd'hui. Il y a quelque chose à faire avec ça, puis c'est super accessible, du moins plus qu'on le pense. Ouais, c'est intéressant. Puis comme tu as dit, j'espère que ça va en inspirer plusieurs. Puis avant de clôturer cette première section-là, on parlait un petit peu juste avant de l'épisode, on a parlé de tous les gros projets que vous avez faits, entre autres avec des compagnies comme Fizz, L'Oréal, tout ça. Tu peux me parler comment vous êtes arrivé à décrocher des gros contrats comme ça? Oui. Tu peux flex un petit peu, là, c'est ton moment. Mais, tu sais, ça, c'est une des raisons pourquoi on le fait, dans le sens, on travaille des projets avec soit des entreprises ou avec des gens qui nous inspirent puis qui nous font triper. Je prends l'exemple de L'Oréal, Louis.
c'est une relation qu'on tisse depuis à peu près un an et demi avec Landmark puis Mural qui sont des amis qui sont à Montréal. Hamza, t'es connais bien. Fait qu'eux, on avait commencé des collaborations random, dont avec Ricardo Cavallo, avec Fuck Render. Puis par après, Armand qui travaille chez Mural, shout out Armand, mon ami. Shout out my man. Il a eu l'idée, en fait, de proposer des étuis corporatifs pour des grandes entreprises, dont celle de L'Oréal Canada. Puis le concept derrière, c'était de faire 5 designs créés par des artistes de Montréal, puis axés sur la femme, en fait. Donc, eux, c'était leur... Comment je pourrais dire? Leur sujet pour cette année-là. Fait que ça fait partie. Sinon, on a travaillé avec le Canadien de Montréal. Ça fait 2 ans qu'on est fournisseur pour le CH, puis qu'on fait des projets à gauche, à droite pour eux. Puis honnêtement, ça a été des lignes à l'eau que tu tisses des relations tranquillement, puis à un moment donné, il y en a une de celles-là qui va de l'avant, puis on s'arrange pour que ça soit bien exécuté, puis que tout le monde y soit gagnant. Là. Est-ce que ça a toujours été des agreements, des partenariats plus B2B, ou il y a aussi eu des volets aussi B2C aussi qui a été fait dans ces partenariats-là? C'est un mix. En fait, chez Case Me, là, on parle plus, mettons, du niveau corporatif. Fait que, oui, clairement, il y a des partenariats qui se font tout au long de l'année, mais reste qu'on en fait énormément avec des individus aussi. Là. On peut penser à des influenceurs ou comme là, on va mettre de l'avant une initiative au mois de juin qui est en lien avec la Pride. Donc, c'est la 2e année qu'on fait ça, mais cette année, on le fait en collaboration avec P.O. Baudouin. Puis le concept est vraiment sick, c'est qu'on fait les étuis, on fait différents étuis qui vont fitter sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis chaque étui est représenté par une personne. Donc, on a Lysandre Nadeau, on a Carl Hardy, on a Jessie Nadeau, on a Duchel et on a la petite dernière, je me souviens plus de son nom. En tout cas, c'est pas moi qui s'en occupe, désolé pour la dernière personne, mais reste que c'est ça va être une collaboration sur un mois, puis il y a une partie des profits en fait qui est remis à une fondation en lien avec la communauté LGBTQ+. Donc, ça, c'est des façons de se faire du fun pour nous chez Case Me. On fait souvent des collaborations en lien avec des fondations, justement. L'année dernière, en 2020, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais il y a eu des gros feux de forêt en Australie. Ouais, ça avait bien parti l'année, ça. Là. Ouais, c'était assez triste et dévastant. Puis chez Case Me, on est tous des fans d'animaux. Puis je me suis levé un matin, puis j'ai juste dit à l'équipe, pour vrai, ça me démolit là, de voir ça à la télévision. J'ai dit, il faut faire de quoi. Finalement, en 24 heures, notre designer graphique, Justine, elle s'est retournée de bord. Elle nous a fait 2 designs. On avait fait un design avec des koalas dessus, un avec des kangourous. Puis on avait dit que à chaque étude vendue, on donnait 10$ à une fondation australienne qui s'appelle Wires Foundation. Puis en 1 mois, on a réussi à ramasser pour 35 000$ de dons qu'on a remis à cette fondation-là. Ça fait que, tu sais, ça, c'est des small wins pour nous qui nous rend fiers puis qui nous donne une raison de faire ce qu'on fait aussi. Là. C'est ça, certain. Et c'est fou. Tu sais, je t'entends parler, puis je t'entends... et puis j'entends aussi, comme toutes les différentes missions, c'est que c'est bien beau de dire que genre, ah oui, je care pour l'environnement, je care pour mes passions, mais c'est tes actions, le monde, réellement. Tu focuses sur le contenu, pas sur le contenant. On en parlait avant, tu sais, moi, je veux pas que mettre moi ou mon partenaire de l'avant, c'est Case Me, puis des projets qu'on fait, l'impact qu'on fait, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Puis ça, c'est vraiment admirable. Tu sais, on est en train de mettre sur pied, ça fait depuis janvier dernier qu'on pense au concept, puis là, on commence à l'ajouter à notre quotidien, mais là, vous allez voir dans les prochains mois des vraies campagnes là-dessus. On a enfin trouvé un slogan, puis notre slogan, en anglais, c'est « Dare to be bold », français « Oser être audacieux ». Puis c'est justement de mettre en lumière des actions, que ce soit dans notre quotidien ou dans le quotidien de nos clients, qui vient un peu mettre l'emphase sur c'est quoi qui te rend audacieux dans la vie. Moi, aujourd'hui, de venir parler au podcast, c'est genre, j'ai jamais fait ça, mais ça me... Tu fais bien ça me craint de venir faire ça. Ou Louis, on parlait de toi te lancer 100% en affaires. Tu sais, c'est pour chaque personne, être bold, c'est complètement différent. Pour nous, chez Case Me, c'est synonyme de tellement de choses qu'on fait au quotidien. Puis
ça faisait partie de notre essence, de notre culture. Puis là, c'est de le verbaliser, puis d'essayer d'inspirer justement des gens dans nos entourages, puis dans la vie de nos clients, etc. 100%. Et j'ai fait une extension de ce que tu as dit. Maintenant, on est officiellement dans la section de l'argent du beurre. Puis je voulais en fait faire une table ouverte, comme assez différente comparée à notre structure habituelle, parce que, évidemment, on n'a pas encore parlé, mais avec Arfan, tu as aussi une expérience en production vidéo. Et notre cher Louis, aussi, avec Studio Machiavel, est aussi un producteur vidéo. Donc, en fait, la première question que je vais poser, là, je fais mon animateur, après, je vais manger popcorn pour avoir une discussion entre vous deux. Mais c'est quoi l'importance de la production vidéo dans le storytelling? Et surtout aussi au Québec, pourquoi ça connecte autant dans les campagnes marketing comparé à d'autres différents moyens? Mm-hmm. Merci, Guilla. C'est un incontournable maintenant, là, dans le sens que si tu veux te démarquer numériquement, il faut que tu aies du contenu visuel qui est attrayant pour tout le monde. On est tellement bombardé de contenu sur tous les médias sociaux. Si tu n'as pas quelque chose qui tape à l'œil et qui intéresse la personne en quelques secondes, ils vont passer à un autre appel. Puis c'est un peu l'idée derrière la création d'Arfan il y a déjà quasiment 4 ans. C'est-à-dire comment pouvons-nous être autonomes en production de contenu visuel. Puis, depuis ce temps-là, en fait, quand on a fait le switch pour dire Will va arrêter de prendre des photos avec son iPhone 6, c'était dégueulasse. C'était pas... Pour vrai, merci aux gens qui ont cru en nous depuis le jour 1, parce que la première année et demie, 2 ans, c'était so-so. Mais par après, c'est ça, on a step up notre game de contenu visuel. Puis on s'est amélioré au fil du temps. Puis, tu sais, ça fait partie intégrante de notre stratégie. On fait des shootings à chaque mois, chaque 2 mois, tout dépendamment des initiatives qui arrivent. Puis nous, c'est vraiment une grosse partie de nos revenus, dans le sens que le contenu visuel qu'on produit, oui, va aller sur des publications qui sont organiques, autant sur Facebook ou Instagram ou Pinterest, peu importe. Mais on a tout le côté arrière de ça qui est le paid advertising. Ça fait que toutes les campagnes numériques qu'on paye, en fait, il faut du contenu, puis il en faut beaucoup. Le fameux entonnoir d'acquisition, tu commences avec des gens qui ne te connaissent pas, jusqu'à du monde qui te connaissent un peu, jusqu'à des clients existants. Puis il faut que les gens qui te suivent, ils trouvent chacun leur compte. Donc la production de contenu a aidé vraiment pour ça. Là. Toi, Louis, t'en penses quoi? Merci de me passer la balle. Non, mais pour vrai, je suis bien d'accord. Puis je pense que c'est plus comme... Avant, c'était un nice to have. Je pense que si on se remet il y a comme 5-10 ans. Mm-hmm. Mais maintenant, avec l'accessibilité puis tout l'influx d'informations qu'il y a, c'est un must maintenant, être en vidéo. Sans dire que c'est juste ça, là, aussi. Là. Je crois vraiment qu'il faut varier entre les différents médias. C'est pour ça que Studio Machiavel offre audio, vidéo et photo, by the way. Mais, mais pour vrai, c'est vraiment, c'est rendu... Si tu veux bien communiquer ton message, tu passes à côté de la vidéo, tu limites dans tout ce que tu peux communiquer, puis c'est vraiment ça, là, tu sais, j'adore ce que tu dis, Dare to be bold, puis c'est oser être audacieux, c'est ça? Mm-hmm. Le slogan de Machiavel, c'est « Réalise tes ambitions ». Je te viens de rejoindre vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment ça, c'est de donner les outils, permettre aux entreprises, ou peu importe aux particuliers, de vraiment exprimer à fond leur ambition, ce qu'ils veulent faire. Puis il n'y a pas meilleur moyen que vidéo. Là. C'est des images en mouvement, c'est du son, c'est des émotions aussi. Mm-hmm. À la fin de la journée, il n'y a pas meilleur médium pour conveyer des émotions. Puis c'est là où tu viens chercher ton public, ta personne. Clairement. Ouais. Mais c'est fou quand même que les deux, vous focussez beaucoup sur les valeurs aussi, et surtout assurer que la vidéo puisse transmettre les valeurs de l'organisation à son maximum. Et en termes de... pour ceux qui ne savent pas comment ça marche la production vidéo, dont moi aussi, parce que je suis aucunement familier par rapport à ça, mais quel est un peu votre processus à faire une conception, faire une vision par rapport à la vidéo pour que vraiment que l'organisation ou une personne puisse vraiment clairement bien mettre ses valeurs dans un état le plus authentique possible? Ben, Si je commence. Je pense que c'est oublier il y a une certaine vision, tu apportes une certaine vision, une certaine expertise, mais c'est oublier genre ta vision du monde, c'est se mettre dans les souliers de la personne qui vient de parler, mais en général, c'est même pas la personne qui vient de parler, c'est à qui elle veut parler, dans le fond. Donc, si par exemple c'est un client ou peu importe,
Mais c'est vraiment de comprendre c'est quoi qui vient bouger, là, par exemple. Si c'est une entreprise qui parle je sais pas moi, à des familles, plus des parents ou quoi que ce soit, faut que ça vienne bouger ces gens-là. Puis c'est ça qui fait, je pense, les plus belles campagnes, même des campagnes qui ne sont pas nécessairement directement reliées. Là, je pense à une campagne de Audi pendant le Super Bowl. C'est des enfants qui descendent une colline en kart, pas en go-kart, là, mais en boîte à savon, excuse-moi, boîte à savon. Throwback à notre jeunesse. Puis, tu sais, ça a zéro rapport avec la Audi, à part qu'ils sont comme dans des véhicules qui descendent, tu sais. Mais ça vient convey toute l'idée qu'à la fin de la ride, le papa, il vient chercher, c'est une petite fille d'ailleurs qui est la star de cette séquence-là. Il vient chercher sa fille, puis il est fier. Puis c'est ça l'émotion qu'il vient chercher, c'est la fierté, tu sais. Il fait pas le lien direct avec la Audi, mais c'est de dire que Audi, ils vont venir, ils vont faire partie de ton cadre familial, ils seront là dans tes moments, tu sais, genre accessoirement, mais c'est ça leur valeur, c'est la fierté. Puis si ton kid, il descend la petite colline, puis il gagne sa petite course de boîte à savon, pour eux, c'est tout, là, tu sais. So, je pense que c'est beaucoup ça. Je sais même si ça répond à ta question, Hamza. Mais T'as les cartes blanches, ça m'avait pensé à ça. Je sais pas si ça t'inspire, des trucs comme ça, toi aussi. Ben oui, c'est sûr que c'est inspirant. Puis c'est drôle, on est en pleine idéation pour la campagne Dare to be Bold. Puis des vidéos qui sont autant profondes, souvent c'est réalisé par un Nike ou par un Audi. Puis c'est tellement beau et sharp, mais c'est des budgets de comme 150 000 jusqu'à des millions de dollars. Puis là, c'est de se dire, OK, comment qu'on fait ça à notre échelle à nous? Parce que c'est pas réaliste de dire ça va ressembler à ça. Mais reste que ça dépend de l'objectif de la campagne. Puis jusqu'à aujourd'hui, on en a fait de la vidéo beaucoup, mais c'était très lifestyle. Il n'y avait pas d'émotion. Ben, il y avait peut-être un peu d'émotion transmise, mais là, c'est de l'amener à un autre niveau puis de dire justement comment que tu veux que la personne qui écoute cette vidéo-là se sente. Puis c'est ça, je pense que c'est un processus que chaque entreprise, tu sais, il y en a qui vont venir te voir chez Arfan, il y en a qui c'est genre, OK, moi je veux tel truc. OK, tu peux peut-être l'aider à prendre d'autres avenues, mais reste que si l'entreprise c'est ça qu'elle veut faire, ben tu le produis puis c'est tout. Mais Case Me, on a le luxe justement de décider vers où qu'on veut s'en aller pour la suite, là. Ouais, je pense qu'il y a un point aussi, genre, où quand t'es bien à l'aise, tu peux comme. Tu as le main focus, c'est genre justement ça, puis tu peux aller à fond là-dedans, puis faire ce que tu veux, puis refuser justement des contrats qui sont moins intéressants. J'imagine, tu m'en parlais un petit peu avant que vous en avez beaucoup, donc vous refusez, mais j'imagine que les contrats que vous prenez, c'est ceux qui sont les plus inspirants, les plus intéressants, puis qui parlent d'émotions, puis de choses intéressantes aussi, là. Je veux pas, là. Ouais. Puis ça nous amène un petit peu à la prochaine section où je voulais parler. Je fais un pont un petit peu, là, mais comme on sait pas où on s'en va sans savoir d'où on vient. Puis je pense que autant dans le développement d'une entreprise que dans l'établissement des valeurs de l'entreprise ou quoi que ce soit qui va guider créativement ou autre, c'est de savoir d'où tu viens. Puis justement, tu viens de Beauce, tu viens de la région de Québec, dans le fond, où tu as beaucoup d'attachement à la Beauce, du moins, de comment vous avez parti l'entreprise. Ça, peux-tu me parler comment être beauceron, être de Beauce et tout ça, ça t'a aidé à former qui tu es, mais Case Me, Arfan, etc. C'est drôle parce que en fait, j'ai grandi en Beauce jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis pour ça, je déménagé à Québec. Puis maintenant, la Beauce, ma mère habite encore là. Puis j'y vais à toutes les semaines pour Case Me, bien sûr. Mais reste que tu grandis dans cet environnement-là. Puis tu remarques. Oui, tu remarques que c'est très entrepreneurial, mais en même temps, c'est normal. C'est ton quotidien. Il y a beaucoup de gens qui ont des business. Il y a des gros fleurons québécois qui sont localisés à Saint-Georges, précisément. Puis c'est super inspirant, mais reste que quand tu es jeune, en tout cas pour moi, ça n'a pas fait une différence. Peut-être un peu comme indirectement, puis je le sais pas. Mais reste qu'une fois que tu es plus vieux, puis là, tu sais, justement, on a lancé Case Me. On a décidé de garder ça en Beauce parce que les Beaucerons, c'est des gens hyper travaillants. Je dis pas que les autres personnes au Québec ne le sont pas, mais reste que les gens ont une mentalité très travaillante, puis c'est un endroit manufacturier énormément, en fait. Donc,
les gens qu'on a pu engager pour la production étaient hautement qualifiés pour faire ça. Puis par après, ben, c'est un écosystème qui s'entraide beaucoup. Là. Ça, c'est une chance qu'on a eue incroyable. Exemple, on a passé au Dragon en 2018. Puis le père à mon partner, il nous dit « Hey les gars, voulez-vous vous pratiquer? » On dit « Ben oui, clairement. » C'est parfait, je vais vous faire un petit comité, là, puis vous viendrez pitcher devant nous, puis on s'occupe. Le jour avant, il nous dit « Ouais, ça va être Pierre Tabette, Marc Dutil. » Bref, des grosses pointures en Beauce. Marc Dutil étant... c'est un très gros nom, Marc Dutil. Étant le fondateur de l'école d'entrepreneurship, mais aussi maintenant le PDG de Canam, Manac, qui est une énorme entreprise. Et Pierre Tabette, Monsieur Tabette Boisfranc, qui est une autre très grosse entreprise. Honnêtement, là, j'étais plus stressé de pitcher devant eux que devant les Dragons. C'était fou, mais en même temps tellement intéressant puis challengeant de te faire poser des questions qu'on s'attendait pas pantoute. Puis par après, ben c'est ça, c'est juste un écosystème de gens qui s'entraînent beaucoup. Puis maintenant, avec l'école d'entrepreneurship que je fais, là, c'est super intéressant à faire. Ouais, c'est vrai. Parle-moi justement de l'école d'entrepreneurship, parce qu'on en a parlé, puis ça, c'est quand on pense à entrepreneuriat et qu'on pense à l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est number one in the game. Mm-hmm. The number one. Ouais. Parle-moi un peu, à date, du constat que tu as de ton expérience, un peu la qualité des coachs que tu as, de l'accompagnement, la structure. En fait, c'est quoi l'école d'entrepreneurship de Beauce? C'est une école qui est faite, en fait, pour les entrepreneurs de A à Z, dans le sens que beaucoup d'entrepreneurs ont des déficits d'attention, comme tes journées sont structurées pour être présent mentalement à 100%, de te lever tôt le matin, d'aller... Nous, on l'a pas fait à cause de la COVID, mais d'habitude, les gens vont courir le matin, ils font des sports en équipe. Après ça, tu as des 24 heures. En fait, comment ça fonctionne, c'est que tu arrives là, puis tu as un 4 jours intensif. Tu dors sur place. L'école d'entrepreneurship, c'est une ancienne hôtel qui ont tout rénové. Donc, tu as ta chambre à toi. Puis le jour, ben, tu vas à tes cours, je pourrais dire. Puis chaque séjour est meublé, en fait, de 24 heures faites par des entrepreneurs petits, moyens, grands. Mais la plupart du temps, c'est moyen à grand ou très grand. Puis ils viennent, en fait, parler de leur expérience. Ils ont tous un sujet précis à couvrir, puis ils viennent challenger là-dessus. On fait beaucoup d'activités aussi. Je crois qu'on est 24 entrepreneurs dans chaque cohorte. Moi, je fais la cohorte émergence, donc c'est des plus jeunes entrepreneurs ou des gens qui sont en début d'entreprise. Je pense que je suis le deuxième plus jeune, là, mais sinon, la moyenne d'âge est peut-être autour de 32 à 34 ans à peu près. Ah ouais, ok. Puis c'est vraiment le fun pour vrai. Chaque séjour est révélateur, je pense, pour une partie de ta vie, là. Puis ça crée des liens tellement puissants avec des gens qui te voient sous ton meilleur jour, mais sous ton pire jour. Il y a du monde qui fond dans l'arme. Là. Des fois, on traite de des sujets super sensibles pour certaines personnes, puis les gens se trouvent à nous parce qu'on se doit rien. On se connaît pas, mais en même temps, on se connaît tellement parce qu'on vit tout ça ensemble. Fait que c'est comme un stage pour ces personnes-là de s'ouvrir, de laisser sortir le méchant, puis de célébrer les victoires aussi. Fait que ça crée un sentiment de communauté qui est super puissant. L'entraide aussi à l'intérieur de ce groupe-là est incroyable. Là, on est en train de rénover les bureaux de Case.me. J'ai un entrepreneur-entraîneur qui appelle, donc c'est les gens qui viennent faire les 24 heures. Monsieur Patrick Morissette, l'entreprise Emblème. On a décidé d'aller avec lui pour tout faire la rénovation de nos bureaux. Fait que, tu sais, naturellement, ça vient créer des liens très cool. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'entrepreneurship au Québec. Il y en a une à Rimouski, il y en a une à Québec, mais celui en Beauce est d'une façon ou d'une autre, genre, celui qui est le plus reconnu. Et qu'est-ce qui est intéressant à travers ton histoire, c'est que c'est l'aspect de communauté. Tu sais, en Beauce, justement, c'est un groupe de travailleurs. Si quelqu'un, justement, a un projet très important, mais tout le monde n'hésite pas à se mobiliser pour aider la personne à réussir. Et c'est un reflet avec l'école d'entrepreneurship de Beauce. Mm-hmm. Justement, cet aspect de collaboration, cet aspect qu'on est là tous ensemble pour les hauts et pour les bas. Et tu l'as vécu, je le devine. Oui, puis c'est qu'on oublie souvent que c'est accessible de parler à quelqu'un. Tu sais,
je trouve qu'on manque des fois d'initiative de cogner à une porte, comme j'ai fait avec Anthony Vandram il y a quelques années. Genre, c'est quoi le pire qui peut t'arriver, là? Si t'as le goût de parler à X personnes, là, essaye-le, genre. Parce le que- pire qui arrive, c'est qu'ils te répondent pas. Ou qu'ils te disent non, mais dans les deux cas, Au pire. c'est pas si grave que ça. Fait que je trouve que c'est ça que ça vient de t'ouvrir les yeux, de dire « Hey, crème, oui, là, c'est une communauté qui nous permet de peut-être avoir plus de facilité à parler à certaines personnes, mais reste que dans la vie de tous les jours, ça te fait juste te faire réaliser que, crème, c'est facile à faire, là, plus qu'on pense. hein. Est-ce que tu parles d'initiative et t'as pas précisé, tu nous as parlé de ça avant, puis je veux le préciser maintenant qu'on est on record, mais t'es parti de Québec jusqu'à Montréal pour aller voir Anthony. Les personnes que juste de partir de Laval, Montréal, là, c'est trop loin, là. Ouais. Trop compliqué. Non, toi, t'étais assez motivé, t'as montré du drive à conduire 5 heures de route ou 3 heures de route, dépendamment du trafic. Ouais, Pour aller voir Anthony. 5 heures. C'est quand que t'as fait Montréal-Québec, toi? Non, mais je vais dire, ça dépend du trafic, ok? Je vais me défendre pour cette opinion-là. Mais, ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Puis- Ben, ça vient juste démontrer à quel point t'as le goût, là, tu sais, je suis rendu, tu sais, je pense que tu fais ta chance dans la vie, là, mais la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire un café virtuel avec Dominique Brown de Chocolat Favori. Ça fait une couple de fois qu'on se parle. Ce qui est drôle avec Dominique, c'est que là, 3 ou 4 ans, quand on est passé au Dragon, il est passé sur nous. Mais maintenant, Ah ouais. il vient me challenger, puis je me sens tellement chanceux de pouvoir parler à ce gars-là, qui est un humain incroyable, avec une entreprise qui est exceptionnelle. Mais de l'extérieur, je me serais jamais dit, crème, à un moment donné, tu vas prendre des cafés une fois de temps en temps avec lui. Mais oui, why not? Genre, c'est... Mhm. Nice. Il regrette pas d'avoir pas financé vers ta business? Oh, on s'en est jamais reparlé de ça. Prochain café, vous en parlez. Ouais. Mais nice. Puis, juste une dernière question. Si tu pouvais venir de n'importe où au Québec, autre que la Beauce, est-ce que tu le ferais? Si tu changerais ça? Changer de où que je viens? Ouais. Non. Non. hein? Non, c'est Ah bah, vraiment un beau coin de pays, des gens incroyables, super humains. J'adore le Québec. Pas le Québec, la Beauce, pardon. C'est sûr qu'il y a plein de belles régions au Québec, dont, mettons, la Gaspésie. Je trouve que des Gaspésiens, c'est des gens raw. Là. Tu sais, si tu vas là-bas, puis genre no bullshit, là, c'est vraiment cool. Mais tu sais, je trouve que chaque région au Québec a leur beau Sa côté. Genre, particularité. c'est vraiment le fun de pouvoir voyager au Québec. Et la COVID nous a permis ça, de peut-être renouer des fois avec des endroits au Québec qu'on n'était pas familier d'aller, mais reste qu'on a une province qui est incroyable pour elle. Ah, si bien dit. Puis, je reste sur la Beauce, mais cette fois-ci, je veux parler des entrepreneurs de Beauce. En particulier, ta famille. Tu viens d'une lignée d'entrepreneurs. Est-ce que ça a influencé énormément? Comment... Puis, parle-nous un petit peu, là, c'est quoi ton background? Là? La famille est en business depuis un petit moment. Là. Ouais. Ben, c'est parti de mon grand-père, M. Wilfrid Giroux. Shout out. Ouais. Shout out Wilfrid des cieux. Pour vrai, mon grand-père est un vrai entrepreneur de v'là longtemps. Là, genre, de mémoire, mon père m'avait dit qu'il avait genre une 3 ou une 4e année. Puis il a lâché l'école parce qu'il était beaucoup d'enfants dans sa famille. Puis il a fallu qu'il aille travailler à un jeune âge. Puis il a commencé tout ça de rien. Puis lui, il a monté une entreprise qui s'appelait, qui s'appelle encore comme ça, en fait. C'est mon cousin maintenant qui est propriétaire de cette entreprise-là. Ça s'appelle Giroux Lessard. Ils font de la construction, mais pour tout ce qui est infrastructure municipale, donc des routes, des ponts, des projets commerciaux aussi, bien sûr. Mais bref, entreprise de construction qui a perduré depuis les débuts. Là. Je pense que doit faire au moins 40 ans que ça existe. Puis c'est drôle parce que en fait, je vais revenir après ça. Mon père, lui, quand il était le temps de reprendre cette entreprise-là, finalement, a décidé de passer son tour parce que lui, il était intéressé par un domaine qui s'appelle l'arpentage, qui est quand même dans le milieu de la construction, mais reste que c'était différent à 100%. Mon père a décidé de poursuivre ses études là-dedans pour lui aussi, après, débuter son entreprise. Qui existe encore aujourd'hui parce que en 2012, mon père était venu me voir, j'étais au cégep, puis au cégep,
pour vrai, je faisais dur. Là. J'ai étudié en sciences humaines, pas de maths, puis pour vrai, je savais pas trop où je m'en allais avec tout ça. Puis mon père il est venu s'asseoir avec moi un soir quand j'étudiais, puis il me dit « Hey Will, si ça tente de reprendre la business, genre, faut que tu fasses un move là. Parce que j'ai un offre à la table d'une entreprise qui s'appelle WSP, puis ils veulent acheter le bureau. Puis finalement, j'ai décidé de moi aussi passer mon tour comme lui avait fait à son père. J'ai dit, je sais pas plus ce que je vais faire, mais je le sens pas. Genre, je suis pas... être arpenteur, c'est comme être ingénieur, mais peut-être différent, là, mais reste que c'est énormément de maths. Puis moi, les maths, à ce moment-là, j'haïssais ça. Je te file là-dessus. Ouais, puis... Puis c'est ça, puis là, finalement, mon père, coup de théâtre, a racheté son entreprise l'année dernière à WSP. C'est un petit flex, là, c'est genre... C'était violent, même moi, je m'y attendais pas. Puis finalement, il a déjà réussi à la remonter à plusieurs... je pense qu'ils sont déjà... Je pense qu'il a racheté, il était 37 employés, mais il avait vendu son bureau, il était à 130 employés. Okay. Puis là, il a racheté à 37, puis ils sont déjà revenus 60 à peu près. Wow. Fait que... Est-ce que WSP l'avait échappé un peu ou pas nécessairement? Pas nécessairement échappé, c'est juste que c'est une firme d'ingénierie à la base, puis WSP, qui est une magnifique entreprise, pour vrai, ils ont branch out dans plein de domaines. Ils ont une firme d'architecture, ils ont différentes boîtes connexes à l'ingénierie, mais reste que l'arpentage, c'était un essai qu'ils faisaient, puis ça n'a pas fonctionné ni dans l'Ouest canadien, ni au Québec. Donc, c'était un concours de circonstances que mon père a décidé de reprendre la balle au bon. Puis moi, j'ai fait la même chose un peu avec lui quand il m'a parlé de Giroux à l'époque. J'ai dit non. Puis là, tu vois, Giroux Arpentage, depuis qu'il a racheté, j'ai donné un gros coup de main pour tout ce qui est marketing, former une équipe à l'interne pour faire ça. Là. C'est quoi de l'arpentage pour quelqu'un qui connaît peut-être pas ça et qui se demande depuis 15 minutes de quoi on parle? Bonne question. De l'arpentage, en fait... moi. Ouais, c'est ça. La première fois que tu vas acheter une maison ou tu vas vendre une propriété, tu as besoin d'un papier qui s'appelle un certificat de localisation. Okay. Donc, ce papier-là vient confirmer, en fait, tes limites de propriété se situent où sur un terrain. Fait que ça, c'est pour le certificat de localisation. Mais sinon, quand tu construis une bâtisse, tu as besoin d'un plan d'implantation. Ça fait que pour que l'entrepreneur, quand il se pointe sur le chantier, il dise « OK, je creuse à telle place, le coin du mur est à telle place », tout ça, c'est le travail qui est fait d'emblée par les ingénieurs, les arpenteurs, etc. Donc, mais tu sais, maintenant, l'arpentage, tu peux faire de l'arpentage par drone. On peut faire du scannage 3D de bâtiments. C'est en train d'évoluer à vitesse grand V, puis c'est vraiment excitant comme domaine. Très méconnu, effectivement. Mm-hmm. Puis est-ce que ton papa il capitalise sur ces nouvelles tendances-là aussi? Oui, absolument. Nice. Tu l'as aidé un petit peu? Je l'ai pas aidé, ça s'est fait comme naturellement. Puis mon père a tout le temps été visionnaire sur quoi faire comme nouvelle approche. Mais reste que moi, j'ai plutôt amené l'aspect e-com puis l'aspect marketing numérique. Tu sais, les entreprises de construction qui sont hot sur le web, ça court pas les rues. Là. Ça fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Là. Ouais, mais comment savoir ce virage? Exemple, Pomerleau, ils se sont affiliés justement avec Factory, qui est justement le laboratoire de la créativité, parce qu'ils voient justement que l'industrie de la construction est vraiment désuet en termes de l'ère d'aujourd'hui. Donc là, on commence à avoir une vague d'innovation dans l'industrie, mais c'est quand même très cool justement que ton père, dans le domaine de l'arpentage, qui puisse avoir quand même ce rôle de pionnier avec une nouvelle technologie. C'est vraiment intéressant. Et on a quand même beaucoup parlé de ton père, mais je pense qu'il faut aussi saluer aussi nos mamans de temps en temps. Clairement. Et quelque chose qui était très fascinant lors de nos recherches, justement, c'est que tu as embauché ta mère chez Casemi pendant une certaine période de temps. Peux-tu me parler justement de cette expérience? Oui, c'est... ma mère travaillait chez Canam Manag, justement, que j'ai parlé avant. Puis on venait de lancer Casemi, puis ma mère avait perdu son emploi à cause de conjoncture économique. Il y a des années que ça allait pas si bien la construction, dont Canam. Puis ça faisait peut-être une douzaine d'années qu'elle travaillait là. Puis quand on a commencé à se mettre à temps plein là-dedans, Gab, en plus de sa job à temps plein, à un moment donné, ça fournissait plus. Ça fait qu'on avait besoin de quelqu'un pour venir faire de la production. Puis vu que ma mère habite en Beauce, moi, quand je venais en Beauce, j'allais dormir chez elle. Puis là, à un moment donné, je disais, pour elle, je
genre, faut qu'on engage quelqu'un, mais je sais pas qui, je sais pas comment on va faire. Puis là, il était comme, ben, moi, ça m'intéresserait. J'étais genre, ben là, même, non, tu sais, genre, non, genre, c'était juste un non. Puis finalement, en discutant avec elle, mais avec mon partenaire aussi, on en est venu à la conclusion qu'il n'y aurait pas meilleur premier employé que ma propre mère. Puis maintenant, c'est notre plus vieil employé. Là. Ça fait 5 ans et quelques qu'elle travaille chez nous. Puis elle a fait tous les rôles possibles et impossibles. Elle a commencé par la production. Après ça, on l'a monté à l'expédition. Après ça, elle est devenue chef d'équipe pour tout le volet expédition. Puis là, depuis 2 ans, plus niveau administratif avec Gab, elle s'occupe de la comptabilité. Ma mère, pour elle, c'est une petite mine d'or sur 2 pattes. Puis c'est la OG de Case Me. Pour vrai, là, elle a vu des vertes puis des pommures. Puis une chance qu'elle a été là dans bien des cas. Puis c'est le fun d'avoir la chance de travailler avec sa mère. Là. C'est comment donner une promotion à ta maman? Ben, donner la promotion, c'est une chose, mais mettons, tu sais, elle a 56, même, j'espère, je me trompe pas. 56, 50... Ouais, 56, je pense. Sinon, tu fais le puni, là, c'était une mauvaise erreur. Ouais, elle va m'écouter, c'est sûr. Mais elle a 56 ans, puis donner une promotion, oui, c'est le fun, parce que moi, je l'appréhende, puis je suis comme, hey, je vais y faire l'annonce. Mais c'est quand elle vient me dire que j'ai amélioré sa qualité de vie de tellement, puis tu sais... Elle a plus 35 ans, ça fait qu'elle aussi, d'avoir une qualité de vie, puis c'est important pour elle, puis maintenant, c'est ça, on aurait été en mesure de lui offrir ça. Elle travaille 4 jours semaine, elle s'occupe, elle gère son horaire elle-même, ça fait que si elle a le goût d'aller jardiner parce qu'il fait beau dehors, plein de mercredi PM, ben, elle va le faire, puis c'est correct, puis c'est un axe qu'on a pris avec l'équipe aussi, là, on vient de mettre sur pied... notre politique de vacances illimitées chez Case Me. Oh! Fait que tous nos employés qui sont salariés sur une base annuelle, on leur offre ça, en fait. Donc, peu importe le temps que tu vas prendre, on s'entend, si quelqu'un part 8 mois en vacances, ça fonctionne pas, mais reste qu'on travaille sur les projets, puis sur les objectifs à atteindre, puis si tout ça est fait, puis que tu es assez grand pour prendre tes propres vacances, ben on te fait confiance, puis go for it, puis c'est en cours, là, ça fait... On a commencé au début de mai, là, ça fait que c'est tout neuf, mais j'y crois vraiment à ça, de responsabiliser ton équipe. T'sais, on est tous des humains qui ont des rêves, puis des passions à faire, ça fait qu'on a la chance d'avoir maintenant 24 personnes qui travaillent chez nous, puis qui nous donnent 40 heures de leur semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur dire merci? Ben, ça en fait partie de ça, là. Puis y a-tu de quoi qui t'a inspiré à faire ça, justement, cette innovation-là? En termes de... Il y a le livre Powerful de Netflix et la Head of HR là-bas, Patty McCord, je pense, qui ont mis ça sur pied chez Netflix. Puis il y a ma copine qui travaille chez LogMeIn, qui est une entreprise de Boston, qui eux ont ça. Puis quand elle a commencé, j'ai fait « Wow! » Genre, ça existe. Puis finalement, elle s'est mise à m'en parler, puis j'en ai parlé avec mon partner, puis de fil en aiguille, on s'est dit comme, let's go, tu sais. Mm-hmm. Dans les faits, là, on est tellement du bon monde chez Case Me que tout le monde est responsable, puis tout le monde va s'entraider, puis c'est un peu ça le but, c'est comme, hey, si tu veux prendre ton vendredi PM, ou genre ton lundi, mercredi, jeudi, peu importe, genre, t'es capable de le faire, arrange-toi avec ton équipe, de pas mettre personne dans la merde, puis va profiter de la vie. Là. Nice. C'est intéressant parce que même si un de nos anciens invités, Talsum aussi, ils ont récemment implanté ça. Donc on voit bien qu'au Québec, justement, c'est le fait d'avoir des vacances illimitées, donc les employés prennent responsabilité de leurs actions, qui, comme tu l'as dit, qu'ils soient conscients aussi de l'impact. C'est vraiment intéressant. Donc là, on parle aussi beaucoup de rêves, puis là, je vais parler maintenant à la prochaine section. Du pain sur la planche. Donc là, on parle de futur, on parle de rêves et on parle de nouveaux projets aussi. Donc, tu es un homme à plusieurs surprises, dont tu nous as parlé en fait juste avant qu'on commence à enregistrer. Donc, c'est quoi le nouveau projet en fait que tu es actionnaire minoritaire envers? Ouais. Ça s'appelle Ride Raw. Donc, rouler cru, non, c'est pas vrai. Ride Raw, dans le fond, c'est un projet qui est arrivé sur la table vraiment de façon inattendue, là. On a collaboré avec un
un ami à moi maintenant, il s'appelle Xavier. Shout-out Xavier. Alors, on avait collaboré avec lui sur un projet pour Case Me, une collection qu'on avait faite avec sa compagnie qui s'appelle Architecture, qui est un compte d'inspiration de voyage, de concepts architectural et tout. Puis on avait fait une collection avec, de mémoire, 10 photographes à travers la planète. Donc, des gens qui venaient d'Indonésie, de l'Australie, de l'Europe, peu importe. Puis la collection avait vraiment bien fonctionné. Puis Xavier, je le trouvais vraiment sharp pour son âge. Il est tout jeune. Xavier, je pense qu'actuellement, il a 23 ou 24 ans. Puis à ce moment-là, il va avoir 22. Puis on a gardé contact. Puis finalement, de fil en aiguille, à un moment donné, il m'a parlé qu'il allait lancer une entreprise avec un de ses chums avec qui il faisait du vélo de montagne. Puis ça s'appelait Ride Raw. Puis au début, l'idée était seulement qu'on s'appelle une fois de temps en temps, puis que je donne du feedback, puis peut-être des conseils pour les enligner sur le lancement. Puis jusqu'au jour qu'il me présente en fait le visuel, en fait le site web de Ride Raw. Puis j'ai fait wow, ok, c'est vraiment beau ce que tu as fait. Ben, en fait, j'ai dit c'est qui a fait ça? Puis il m'a dit c'est moi. J'ai fait ok, genre t'as des skills que je connaissais pas. Puis finalement, ben, j'en ai parlé avec mon associé Gabriel, parce que notre but à moyen long terme, ça serait d'avoir un portfolio de plusieurs brands dans l'univers du e-commerce. Puis on a décidé que Ride Raw allait être le premier projet. Donc l'autre gars qui est Raphaël Jicker, qui est un malade pour vrai. C'est un gars qui est titillé en génie mécanique. Puis c'est le fou de mountain bike qui fait des trucs pas possibles que vous pourriez voir sur notre page Instagram. Puis c'est le cerveau derrière tous les designs. Fait que c'est lui qui s'est occupé du branding. C'est lui qui fait tous les designs qu'ils font sur les shirts. Fait que un beau quatuor de gars qui trippent, dont les deux gars, Xavier et Raph, que c'est vraiment sont vraiment inspirants pour vrai. Puis c'est beau de voir ça parce que avec Ride Raw, on recommence à zéro. Mais ça me donne tellement espoir de travailler avec des gars de même qui ont faim puis qui veulent avancer. Là. À partir de tes observations, c'est quoi les projections d'avenir sur le e-commerce? On a beaucoup parlé du dropshipping, mais est-ce que tu vois des nouvelles tendances? Est-ce que tu vois une évolution, surtout aussi avec la pandémie, que ça a accéléré justement l'importance vraiment du e-commerce et du Shopify, etc. Comment toi tu le vois de ton côté? Il y a plusieurs directions à aller sur cette question-là. Je pense qu'il y a un des points, mettons dropshipping, ça va rester. Là, il y a des entreprises que c'est leur modèle d'affaires qui fonctionne super bien. Les 3PL aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec un 3PL pour leur shipping, etc. 3PL? Ouais, Third Party Logistic. OK. Donc, c'est qui t'envoie, en fait, mettons, ton inventaire chez... Mettons que Machiavel va être un 3PL, ben Machiavel, t'as le stock de Case Me, t'as le stock de Poche et Fils, t'as différents stocks, puis toi, tu t'occupes de shipper ça aux clients. Nice. Ça, c'est une belle stratégie quand tu veux t'exporter ailleurs qu'au Canada. Même dans la restauration, ça commence à faire, c'est qu'exemple, je sais pas si vous connaissez tous un peu le YouTuber MrBeast. Ouais. Donc, quoi? MrBeast. Donc, c'est un peu un des plus gros YouTubers en ce moment. Là. Il a comme 60 millions d'abonnés, etc. Il fait des vidéos genre je donne des Lambo à tous mes amis ou genre en tout cas bref. Ouais, bref, c'est fou. Mais en fait, lui, il a fait une chaîne de restauration qui s'appelle MrBeast Burger, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est que le real estate qu'il a, justement, c'est la location. C'est donc il a loué quelqu'un qui gère son supply et qui vend les burgers pour lui, puis lui aussi sur une forme de commission. Okay. Donc, comme ça, il assure par exemple, son expansion, il a pu être présent dans tous les États-Unis en l'espace de 1 mois sans directement être propriétaire justement, de tous ces real estate-là. Ce qui est quand même très intéressant sur l'avenir des supply chains et la logistique. Puis tu l'as très bien mentionné, justement, qu'il y a une forme de popularité par rapport à ça. Ouais. Nice. Puis, je veux un autre point avant qu'on conclue. Qu'on s'amène vers la conclusion, on parlait, j'étais même très impressionné dans la préparation du balado. Tu disais que tu te levais à 5h du matin. Parce que on en a parlé un petit peu, si les gens y suivent, t'as Case Me, mais t'as aussi Arfan. Donc, tu fais tout ça dans une journée. Puis, ce qui fait que tu te lèves à 5h pour pouvoir fit Arfan, si je me trompe pas, puis ensuite Case Me. Comment ça a changé ta vie? Si tu veux même parler justement au niveau personnel, comment ça t'a aidé aussi? Puis est-ce que tu conseillerais ça à tout le monde, de se lever à 5h du matin? Non. Je pense pas que c'est applicable à tous, malgré le fait que le corps humain était une belle machine qui
qui s'adapte à tellement de trucs. Puis ça, c'est de quoi que mon père me disait. Mets ton corps dans une situation X, puis il va trouver la façon de s'y adapter. On s'entend, vas-y, pas trop extrême, là, mais reste qu'en général, l'adaptation se fait sur un délai X, mais moi, c'est parti du fait que c'est pas parce que je voulais me lever tôt, c'est à cause qu'il me manquait de temps dans une journée pour avoir une qualité de vie qui était intéressante. Au début de Case Me, dans le temps que je travaillais avec WSP, ben ça faisait que le soir, j'avais pas beaucoup de temps à moi, ni à ma copine. Donc, à un moment donné, je trouvais que c'était assez d'aller l'aborder, puis de retourner travailler, puis le lendemain, elle se lève, puis toi, t'es encore en train de travailler. Ça fait que finalement, tu fais juste travailler. Fait que ça a été un peu par nécessité qu'à un moment donné, j'ai décidé de commencer à me lever tôt. Puis ça a été progressif, honnêtement. J'ai pas commencé du jour au lendemain, bang, tu te lèves à 5h. Maintenant, c'est même 4h30, 4h45, mais à 5h, bang, t'es prêt à commencer. Yeah. Mais après, pour vrai, ça a pris au moins 1 an ou 2 avant que ça devienne le fun. Là. Les premiers hivers, tu te lèves, là, puis 4h30 ou 5h le matin, puis il fait noir. Là. Tu es assis dans ton lit, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Genre, le nombre de fois que j'avais cette conversation-là avec moi-même de faire, qu'est-ce que tu fais là? Mais par après, genre, ton corps s'habitue, puis c'est plus difficile. T'sais, ça arrive des fois des matins que je vais me lever, puis je suis comme, ouais, un matin, ça me tente pas tant, mais tu le fais quand même, puis une fois que t'es levé, c'est correct. Mais c'est ça. Moi, c'est un moment de ta journée que tout le monde dort. Je pense que Kobe Bryant a déjà dit de quoi du genre, de comme, quand tu travailles, quand que les autres dorment ou ne travaillent pas, ben c'est là que tu vas chercher ton avance sur les autres. Fait que moi, d'avoir maintenant 3 business, moi, à 8h, là, le téléphone se met à sonner, là, puis ça l'arrête pas jusqu'à comme 5h le soir, puis à travers ça, tu bookes des meetings ou avec des plages que tu veux travailler sur un projet, mais reste que de 4h30 à 8h, ben là, j'ai du temps de qualité parce qu'il y a personne pour me déranger, là. Personne. Fait que c'est le moment que je clenche tous mes emails, je book ma journée. Maintenant, je vais même m'entraîner un peu avec ça. Ça dépend des journées, mais en général, c'est comme mon moment à moi pour faire de l'idéation, justement, des concepts vidéo, de la planification plus stratégique pour Case Me. Fait que c'est des moments relax que tu travailles sur autre chose que les feux à éteindre du quotidien. Là. Puis si on te laisse un petit 1 minute entre toi et la caméra juste ici. Go for it. Half an hour, on peut te suivre. Ben, je pense juste que pour tous ceux qui sont en entreprise, faites ce que vous aimez faire, guys, puis c'est tellement gratifiant de pouvoir travailler avec des gens puis monter des équipes pour faire une différence à une échelle X, Y, Z. Pour ce qui est de Case Me, merci à toute mon équipe d'être là dans mon quotidien. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux @CaseMeDesign. Merci à Fred, mon partenaire de Arfan. Donc, même chose, tous les médias sociaux Arfan Imagerie. Sinon, ma nouvelle gang de boys de Ride Raw. Même chose, ride.raw sur tous les médias sociaux. Puis surtout, merci à vous, les gars, de m'avoir accueilli. Puis merci de faire ça pour le Québec. C'est vraiment intéressant de vous avoir jasé. Ah, c'est vraiment cool. Vraiment, merci. Merci d'être venu à toi. Pour vrai, j'en ai écouté la plupart de vos podcasts. Puis c'est tout le temps des sujets d'un qui se complètent un sur l'autre. Puis c'est ça, vous avez vraiment de la belle qualité de gens qui sont venus. Puis continuez comme ça, les gars, c'est vraiment cool. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.